Histoire politique belge, partie 1. Chapitre 1. L'étude systémique de l'histoire politique belge. Parlons d'abord de Davis Easton, né à Toronto en 1917 et mort en 2014. Il se rend compte que l'étude formelle des institutions politiques n'était pas suffisante pour comprendre la politique. Il élabore alors sa théorie qui est systémique. La systémique s'inscrit dans le fonctionnalisme. Qu'est-ce que le fonctionnalisme ? Le fonctionnalisme, c'est les systèmes qui ont une fonction, et ces fonctions ont pour objectif de répondre à des demandes adressées par les citoyens. Le fonctionnalisme part du principe que la fonction première que les citoyens est de survivre. L'étude du fonctionnement des institutions formelles permet d'aller plus loin. En étudiant la fonction du système, on peut mieux comprendre comment les institutions s'ancrent dans le paysage politique. On étudie le phénomène d'institutionnalisation, comment des institutions prennent leur autonomie au sein de la société. Les systèmes ont donc des fonctions particulières. Pour Easton, le système politique ou système, il y a deux choses. Des membres, comme les parlementaires, les juges, le Premier ministre, etc., et des interactions entre ces membres. La vision systémique d'Easton n'est pas une vision individualiste, donc elle s'inscrit dans une perspective holiste où elle donne au groupe un poids déterminant dans le fonctionnement, collective et dynamique. Le système est plus que la somme de ses membres. Le système social, le système politique. Il distingue donc le système politique du système social. Tout le politique est inscrit dans le système social. Mais alors qu'est-ce qui les distingue ? La frontière entre les deux systèmes est définie par David Easton comme une incarnation des critères d'inclusion-exclusion quant au système politique. Le système politique est un ensemble des interactions à travers lesquelles les valeurs sont autoritairement allouées pour une société. C'est donc la dimension autoritaire caractérisant les actions et décisions adoptées par le système politique qui le différencie du système social. L'allocation autoritaire de valeurs. L'allocation autoritaire de valeurs. Le système politique prend des décisions, des actions qui vont aboutir à une allocation autoritaire de valeurs. Exemple concret d'allocation autoritaire de valeurs. La règle juridique. On va imposer quelque chose à des citoyens. On alloue d'une manière autoritaire certaines valeurs. Une allocation est considérée comme autoritaire car les citoyens obéissent. Ils pourraient très bien ne pas obéir. Easton reconnaît donc le côté psychologique de la chose. Un système politique va aboutir à une allocation autoritaire de valeurs. Ces idées étaient déjà présentes dans les écrits de Max Weber lorsqu'il propose sa définition de l'État comme une institution monopolistique. L'État est selon lui une entreprise politique de caractère institutionnel lorsque et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application des règlements le monopole de la contrainte physique légitime. Les interactions des membres du système politique aboutissent à des allocations autoritaires de valeurs. Un système social correspond à on ne produit pas de contraintes quand on est en interaction avec les individus. Alors que quand un système politique se réunit, il a pour but de créer des contraintes. Parenthèse pour définir le pouvoir politique. Il y a trois conditions cumulatives, avec une vision restrictive du pouvoir politique due au fait que le prof doit résumer. Trois dimensions. Le pouvoir politique est un pouvoir relationnel. On ne peut pas avoir du pouvoir tout seul. Par exemple, si le prof parle tout seul au milieu du 604, il n'a aucun pouvoir, alors que s'il y a des élèves, il commence à en avoir. L'exercice du pouvoir politique nécessite l'exercice de contraintes. On nous contraint à agir d'une certaine manière, avec une dimension contraignante comme chez David Easton. Par exemple, le code de la route. Cette contrainte n'est pas unilatérale, elle fonctionne car on l'accepte. Il y a toujours de la part du citoyen une adhésion à cette contrainte. Contraindre signifie donc exercer une pression pour conduire les membres de la société à se comporter d'une certaine manière, c'est-à-dire celle voulue par les acteurs qui exercent le pouvoir politique. Exercice d'une contrainte qui est légitime. La légitimité, selon Philippe Brault, c'est l'acceptabilité sociale fondée sur des croyances partagées. On accepte tous de faire quelque chose au nom de certaines valeurs qui sont partagées. On accepte que l'autorité exerce une contrainte sur nous car cela respecte les valeurs. En donnant la voix au peuple, il participe à la fondation des contraintes.
C'est une complicité en partie inconsciente du peuple qui permet le pouvoir politique. L'exercice d'une contrainte à portée collective. Elle s'impose à tout le monde et elle vise l'ensemble des membres de la société. Lorsqu'on respecte les règles, on se dit que l'égoïsme est mis en échec face au collectif. On peut donc faire un parallèle avec Maxime Counet qui considère la collectivité lui aussi. Date du début de la Constitution, le 7 février 1831. Tout n'est pas politique. Du coup, est politique la décision qui applique la contrainte, ce qui entraîne une réticence du prof car pour lui, influencer, ce n'est pas contraindre. Conclusion de la vision du professeur sur le pouvoir politique. Il parle d'exercice du pouvoir politique et pas de détention du pouvoir politique. C'est donc une vision orientée. Cela veut dire que le pouvoir politique se distribue sans cesse. Il espère que le plus d'acteurs possible peuvent exercer le pouvoir politique. Un cumul temporel dans le temps. Si on accepte de partager le pouvoir, cela signifie que notre place dans le politique est temporaire. Il pense donc que cela est bon. Par exemple, Elio Di Rupo est au pouvoir depuis plus de 36 ans, et cela pose question. Est-ce du partage de pouvoir politique? Eh bien le prof ne le pense pas. Système social. Easton dit qu'il existe le système social intrasociétal et l'extrasociétal et que l'ensemble de ces systèmes, c'est la société. Il pense qu'il faut étudier le temps long pour comprendre la politique. Le consensus à la belge est déterminant dans le fonctionnement. Ce dernier vient de 1830, avec les catholiques et les libéraux qui se mettent d'accord sur le fait qu'il faut réussir la révolution, et donc ça implique le libéralisme consensualiste. Les intrants. Le système politique est enchâssé dans une société qui va exercer deux types de pression, deux types d'intrants. Les demandes adressées aux autorités politiques par les membres de la société, où il nous montre que les demandes sont influencées par des facteurs et les demandes se constituent en fonction. Vous retrouverez à la page 8 de la synthèse un schéma qui vous présente ceci. Figure du portier. Celui qui va traduire la demande pour la faire rentrer dans le système politique, il peut être un conseiller communal, un juge, un ministre, etc. La dépendance entre le système social et le système politique dépend de leur degré de différence. Plus la société est différente du système politique, et moins les demandes ont des chances d'aboutir, et inversement, si elles se ressemblent, les demandes ont plus de chances d'aboutir. En Belgique, on a une culture qui permet une faible différenciation entre les deux systèmes, donc cela garantit une meilleure intégration des demandes et donc des meilleures réponses aux demandes, tout cela selon Easton. Les demandes parfois meurent, parfois elles se regroupent, parfois elles passent directement à travers le système politique. Les soutiens. Easton montre qu'un système politique a besoin d'être soutenu par l'ensemble de la société pour fonctionner. Les soutiens sont adressés à deux types de situations. En un, les soutiens spécifiques. La société est plutôt d'accord avec certaines règles qui soutiennent des situations spécifiques. Par exemple, la société est d'accord pour faire des tests PCR, pour porter des masques, pour faire un confinement, etc. En deux, les soutiens diffus. La société va avoir un état d'esprit général à l'égard du système politique. Il faut fabriquer ces soutiens, donc le système politique va alimenter des actions. Easton dira bien avant tout le monde que le système politique a besoin de soutien. Il pense que le système politique peut nous influencer dès le plus jeune âge. Il produit des soutiens dès notre plus jeune âge. La caractéristique principale de la perspective systémique réside dans la boucle de rétroaction qui permet l'ajustement des conduites futures en tenant compte des actions passées. Vous retrouverez à la page 9 de la synthèse un schéma qui représente encore tout cela. On a donc trois dimensions. La première, les membres. Ce sont des personnes qui, par leur interaction, mettent en place des contraintes. La deuxième dimension, c'est le régime politique, les contraintes. Et enfin, en trois, la communauté politique, qui est l'ensemble des membres qui partagent entre eux une certaine division politique du travail. Le prof ne comprend pas Easton. Des gens se rallient, mais ne s'identifient pas entre eux. Passons aux extrants. Ils sont une forme de transaction entre les demandes de la société et les actions des institutions. Ils prennent deux formes, des décisions ou des actions. Pour ce qui est des décisions, ce sont des allocations formelles de valeurs par lesquelles les autorités annoncent qu'elles vont réaliser des actions. Par exemple des lois, des décrets, des arrêts de juridiction, etc.
Quant aux actions, ce sont des allocations effectives de valeur qui consacrent la mise en œuvre des décisions. Attention, il faut bien distinguer les deux. On observe une grande nouveauté de Easton, c'est la boucle de rétroaction. Cette dernière signifie que le système est perpétuellement dynamique. On peut remettre en question constamment le système politique. Les citoyens peuvent à tout moment changer le système en exprimant une nouvelle demande ou des soutiens. Le système politique n'est pas stable, il cherche uniquement à perdurer dans le temps. Le professeur refuse le déterminisme, car un moment présent, dans la direction, ce n'est pas imposé, et on peut partir dans tous les sens. Ceci dit, il faut prendre la chronologie pour étudier ce cours et accepter le déterminisme en un sens, car l'histoire est déterministe. Dans un système comme la Belgique, il y a différents rouages qui doivent s'imbriquer entre le fédéral, le régional, le provincial et le communal. Ce sont ces rouages qui vont s'imbriquer les uns dans les autres que nous allons étudier afin d'avoir une perspective systémique. Passons maintenant au chapitre 2, avant la Belgique. Vous retrouverez évidemment un schéma de notre merveilleuse Belgique à la page 10 de la synthèse. Nous allons nous intéresser aux racines. Il n'y a pas de Belgique avant la Belgique. Certains le pensent, mais pas le professeur. Le fait de penser cela peut mener à faire des anachronismes, et donc de situer un fait historique sans tenir compte de son contexte. Chaque événement historique est singulier dans la mesure où il se déroule à une époque déterminée, sur la base de causes et de facteurs déterminés, avec des conséquences précises. Nous voulons donc éviter une lecture téléologique de l'histoire politique belge en présentant la Belgique comme un État qui aurait existé, sous une forme ou sous une autre, avant sa création officielle le 7 février 1831, date de promulgation de la Constitution belge. D'ailleurs, il faudra retenir cette date, le 7 février 1831 sera la promulgation de la Constitution belge. Il ne faut pas interpréter le passé sur base des exigences présentes, car tout fait historique est singulier. Pour le professeur, il n'y a pas de fait historique unique. Par exemple, le génocide n'est pas unique, il est plutôt singulier. Il faut distinguer la singularité avec un facteur précis et un contexte précis. Nous avons donc plein d'éléments singuliers. Alors que dire qu'un fait est unique, c'est dire que des faits sont plus importants que d'autres. Il faut donc bien distinguer unicité et singularité. Parlons un petit peu d'Henri Pirenne. Ce dernier écrit une monographie en 7 tomes qui correspondra à l'histoire de la Belgique. Le professeur d'histoire à Liège et ensuite professeur à l'université de Gand, il aura une notice biographique à la page 24 d'Henri Pirenne. Il va perdre un de ses fils durant la Première Guerre mondiale. On va publier après sa mort quelque chose pour augmenter le sentiment national. Selon lui, il y a une civilisation de la Belgique depuis des siècles. Ceci est une interprétation téléologique. Il pense que la civilisation belge existe depuis le Moyen Âge. Pour lui, l'unité nationale a précédé l'unité politique car il existe une nation belge depuis des siècles mais qui n'aurait été concrétisée que depuis la Révolution. Pour lui, 1931 n'est pas un accident de l'histoire. La Flandre, pour lui, est un microcosme de la Belgique. Et pour lui donc, il n'y a jamais eu de lutte de race entre les Belges. À un certain moment, le professeur utilisera les frontières actuelles pour étudier les faits passés. C'est une forme d'anachronisme, et il le sait, mais il le fait pour pouvoir mieux expliquer. Passons maintenant aux périodes préhistoriques. La préhistoire, c'est le fait qu'il n'y a pas d'écriture des êtres humains. Première période, le paléolithique. Nous avons des Homo sapiens, et cela se déroule entre 1 million d'années et 8000 ans avant Jésus-Christ. On y retrouve le nomadisme avec la chasse, la pêche et la cueillette. On retrouve aussi la maîtrise du feu et l'attaillage de la pierre. Un ensevelissement des corps avec certains objets ont pu être observés. Maintenant, la deuxième période, le néolithique. On y retrouve la sédentarisation avec l'observation et la domestication des plantes et des animaux. On y retrouve aussi l'élevage et l'agriculture, et cela se passe entre 6000 ans avant Jésus-Christ et 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a une grande diversification des outils, avec de la pierre polie, des poteries, etc. Et enfin, un culte de la mort avec l'érection de grands monuments de type menhir.
Troisième période, l'âge des métaux. Les métaux seront utilisés comme armes ou bijoux. Cela se déroule 1000 ans avant Jésus-Christ. Les Celtes voient le jour avec différentes tribus, dont les Belgas. La relation entre les tribus est améliorée par une monnaie qu'on appelle la statère, qui est une espèce de pièce d'or. Les Celtes sont des Gaulois, c'est juste une personne différente qui va les qualifier. Passons maintenant à la période romaine, où vous pourrez retrouver la carte de la Belgique gallo-romaine du 2e au 4e siècle en 2 exemplaires. Durant la période romaine, 3 régimes politiques se succèdent, la monarchie, la république et l'empire. Les Gaulois font appel à Jules César pour combattre les Germains. Il sommet donc la Gaule celtique à ses ordres. Jules va dire que les Belges sont braves, et donc on est en fait des rustres. Les Romains y attribueront la citoyenneté, et c'est un peu une attribution juridique. Cette citoyenneté ne doit pas faire oublier que la société gallo-romaine est organisée de manière inégalitaire, puisque tous les hommes ne sont pas libres, outre certains droits qui ne sont pas accordés à des catégories de la population comme les femmes et les esclaves. Cette pacification romaine se décline en différentes dimensions. Parlons donc de cette pacification romaine. L'unité culturelle grâce à la Pax Romana. Elle va marquer le territoire pendant environ 4 siècles. Ces 4 siècles de paix vont favoriser l'échange économique. Il ne faut pas unifier tous les peuples, mais laisser une diversité et favoriser l'harmonisation de la langue et autres. Législation identique pour tous, prélèvement des impôts, préservation de la paix, règlement des querelles entre particuliers, suivi d'un passage de la langue celtique à la langue latine progressivement. Parlons de l'unité politique qui sera là grâce à la mise en place d'un pouvoir impérial. Ce pouvoir impérial est supporté par une administration provinciale rigoureuse qui se charge de prélever les impôts et de les renvoyer à Rome. Cela permet l'accumulation des richesses. Imperium, c'est le pouvoir d'un magistrat et le pouvoir sur un territoire, notamment l'Empire. Provincia, c'est la sphère d'action d'un magistrat ou la province de l'Empire sur lequel l'impérium a du pouvoir. Les tribus belges sont réparties en 3 provinces. Vous pouvez retrouver tout ça à la figure 4 de la page 12 de la synthèse. On a la Belgique première, la Belgique seconde et la Germanie seconde. Prospérité économique grâce à la Pax Romana, grâce au réseau routier souvent en hauteur pour favoriser les lignes droites. Le tracé ne passe pas par le sillon Sambre-et-Meuse pour éviter les lieux inondables. L'angle religieux. En 312, l'empereur Constantin se convertit au christianisme. Il fait de la religion chrétienne la religion d'empire. C'est la soumission du pouvoir temporel au pouvoir spirituel. Il s'intègre avec une certaine structure du pouvoir qui va venir à la hiérarchisation de celui-ci. L'empereur Constantin impose une hiérarchisation du pouvoir. Le pouvoir religieux est supérieur au pouvoir politique. Ce sont donc peut-être les Romains qui mettent ça en place et pas les chrétiens. Passons maintenant à la période franque. Vous y retrouverez une énorme carte de l'Europe de cette période à la page 13 de la synthèse. Un accord est trouvé entre les Romains et les Francs. Il va se concrétiser sur la carte par une frontière. Les Romains acceptent la présence des Francs à condition qu'ils surveillent que personne ne rentre dans l'Empire romain et que donc arrive le contentieux de quand apparaît la frontière linguistique en Belgique. Les Mérovingiens. Clovis va s'emparer de certaines villes. Il se convertit au christianisme à Reims en 496. Il se fera donc baptiser à Reims et ce n'est pas rien. On observera une vague de christianisation des territoires. On créera des saints, on va convertir les citoyens, etc. Au 7e siècle, c'est le siècle des saints avec une apparition de beaucoup de monastères. On a une volonté de christianiser sur une base linguistique. Il faut convertir les citoyens à une religion et pas leur imposer une langue. La société mérovingienne se disloque progressivement car c'est une culture du partage. Quand le roi meurt, on partage son territoire avec ses enfants. Charles Martel, c'est le maire du palais qui est donc le premier fonctionnaire du roi. Puisque les territoires se disloquent, cela permet aux personnes sous le roi de prendre un peu plus d'importance. Martel va aider des tribus à se battre contre des musulmans. Il donne son territoire à son fils, Pépin le Bref. Il est suivi de Charlemagne, qui va imposer l'empire carolingien sur une grande partie de l'Europe. Martel et son fils seront suivis par Charlemagne.
En 799, Charlemagne aide le pape Léon III, et donc, conséquence, il est sacré empereur à Rome en 800, et il sera sacré religieusement aussi. Il impose une version latine à la Bible, le culte de la Trinité, et il va organiser son territoire. Il est carolingien, et donc il a un double niveau de pouvoir, sur l'Empire et ses régions inférieures aux règles de l'Empire. La société carolingienne est très inégalitaire. On va créer les grands propriétaires qui seront mieux entendus que d'autres auprès de l'Empire. Émile de Lavelay dit qu'en donnant des droits aux grands propriétaires, on a permis de créer des classes au sein de la société, confère plus tard dans la synthèse. La période médiévale, du Xe au XIVe siècle. Vous retrouverez à la page 14 de la synthèse 2 schémas et 2 cartes. Certains affirment que c'est plutôt une certaine civilisation plutôt qu'une vraie époque historique, car cela ne s'applique pas dans le monde entier. Certains ne sont pas d'accord et disent que le Moyen-Âge s'applique partout, puisque pour eux, c'est l'expansion démographique et une connexion entre des groupes. En Flandre, les comtes de Flandre s'imposent progressivement, surtout au XIe et au XIIe. La principauté de Liège est particulière en Belgique, car les ducs de Bourgogne ne veulent pas que ce bout de territoire leur échappe. Le pouvoir du Moyen-Âge repose sur un système féodal. L'élément majeur sera la hiérarchie qui s'installe dans l'exercice du pouvoir. La caractéristique de l'exercice du pouvoir est qu'il est très personnel. Il y a un lien personnel fort qui lie le vassal et son suzerain. On va donc prêter serment au roi et non au texte juridique. La vision moyenâgeuse correspond à une vision très interpersonnelle du pouvoir. Une diachronie, c'est étudier l'évolution des faits de société à travers le temps. Bruno Dumont, de 157 à 158, aura deux institutions qui voient le jour au pays de Hervé. La seigneurie, qui est la terre d'un seigneur au Moyen Âge, et la paroisse, qui est un territoire sur lequel un curé, un pasteur, exerce ses fonctions. Marguillier, c'est une figure paroissiale qui est le responsable de la paroisse. Il crée le bureau des Marguilliers, qui est le prédécesseur de la fabrique d'églises. Il va constater qu'une communauté villageoise se forme autour de ses fonctions. Les villageois veulent se voir représentés dans les assemblées pour pouvoir délibérer sur des questions communales. Les échevins sont les juges, ils tranchent les litiges. Le bourgmestre est égal au pouvoir normatif. On se dirige vers une pérennisation de cette forme. Il y a l'organe de base délibérant, qui est l'actuel conseil communal, et il y a l'organe de la régence, qui rassemble le bourgmestre et échevin, et qui exerce la décision des régimes supérieurs. Vision hiérarchique du pouvoir. Au Moyen Âge, on a globalement une tendance à l'automatisation et à la recentralisation. On a donc trois grands corps dans la société. D'abord, les oratores, qui sont les clercs et les moines. Ensuite, les bellatores, les guerriers et les chevaliers. Et enfin, les laboratores, les paysans qui vont travailler le sol. En évoluant, on veut avoir des pouvoirs qui représentent des intérêts, et enfin on évolue encore, et on veut avoir des pouvoirs qui représentent des fonctions. Remarque hiérarchique. Organisation pyramidale du pouvoir, Henri Pirenne dit quoi? Question auquel le professeur n'a pas de réponse. Peut-on organiser un pouvoir politique en dehors d'une vision hiérarchisée? Constat dressé. On est incapable en Belgique de sortir de la vision hiérarchisée du pouvoir et aussi en Europe en général. Cette période est caractérisée par une importante croissance, notamment une croissance de population. On a donc un développement économique important dû aux routes, aux fleuves, etc. Naissance des communes. Les bourgeois se constituent en une certaine classe et demandent des privilèges à leurs seigneurs. Ils négocient cette autonomie communale. Il y a des textes écrits, donc ce sont des chartes. Une franchise est un droit, une liberté accordée à une certaine catégorie d'individus, donc ces bourgeois, et qui vont pouvoir régler une matière au niveau communal. Cette commune, c'est l'idée qu'un groupe d'individus va prêter serment pour former une communauté particulière qui va avoir des libertés grâce aux chartes. 1066. La plus connue est la charte de la ville de Huy, obtenue en 1066. Elle permet à la ville d'acquérir une autonomie, une personnalité. Ses habitants s'administrent eux-mêmes. Par exemple, on peut alléger au niveau procédural les règlements des conflits ou encore l'inviolabilité du domicile ou encore favoriser le développement de l'activité économique des habitants.